think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Paul. Donc merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir voulu venir partager un peu ton expérience. Plaisir. Rentrons dans le vif du sujet. Depuis combien de temps t'intéresses-tu à l'extra-financier ou qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui a lancé cette trajectoire dans ta carrière? Ça fait presque 17 ans que je travaille en finance et ça fait bientôt presque 10 ans que le durable m'intéresse très largement. Alors, en fait, c'est peut-être pas la force des choses, c'est-à-dire que je travaillais initialement sur tout ce qui était stratégie économique et puis nécessairement stratégie thématique et plus précisément tout ce qui était mouvement structurel qui changeait le fonctionnement de l'économie mondiale. Donc, ça m'a amené à travailler il y a déjà longtemps sur les méga tendances, hein, d'un point de vue économique, tout ce qui modifiait donc structurellement tous les rapports de force au niveau global. Alors, il y avait les méga tendances les plus célèbres, hein, le vieillissement démographique, la digitalisation, la globalisation. Mais déjà, je travaillais sur les méga tendances de problématiques des ressources. Donc autant en termes de nourriture, d'agriculture, que d'énergie ou de minerais. Et déjà en creusant à cette époque, le monde sans fin qu'on s'imagine aujourd'hui, hein, pour faire écho à une bande dessinée bien connue, on se rendait compte qu'il avait bien une fin, hein, ne serait-ce qu'au niveau des ressources naturelles. Et tout ça arrivait un petit peu au moment de la COP 21, en tout cas s'en approchait. Et la méga tendance a explosé sur le terme climatique à ce moment-là. Elle est devenue prépondérante. Et donc, par la force des choses, il y a dû avoir le design de stratégies thématiques très urgentes sur le domaine climatique et du réchauffement, avec tous les thèmes sous-jacents qui vont avec, hein, donc nécessairement biodiversité, les limites planétaires, l'économie circulaire, la pollution de l'air. Donc, je suis tombé dedans vraiment par le prisme économique à l'origine. D'accord, alors ça rejoint un petit peu ce que nous avait dit Guillaume dans son intervention. C'est quand même une approche qui déjà s'inscrit dans un temps long, puisque du coup tu étais sur de l'analyse économique, donc là on fait pas de l'économie sur une semaine, donc là c'était déjà une analyse de, quand tu parlais de mégatrends, c'est ça, c'était déjà des analyses hyper macro sur un temps assez long. C'est intéressant parce qu'effectivement je pense que c'est un des axes principaux de l'ESG, c'est déjà de rallonger notre perspective d'investissement. Mais alors, Oui, c'est vrai. dans ce que tu dis, après, on trouve aussi autre chose, c'est que tu es quand même rentré vraiment par le prisme environnemental. Et donc maintenant, je vais te demander, mais est-ce que c'est toujours le cas? Tu as toujours une certaine appétence, une prépondérance pour le que tu apportes au E, ou finalement tu t'es intéressé de la même manière aux autres critères au fur et à mesure de ton évolution? Alors, c'est une bonne question, mais ça découle de la première question. Donc, je suis arrivé parce que j'ai eu la chance de pouvoir, travailler et étudier sur le long terme. Donc vraiment les modifications structurelles sur le long terme. J'en suis arrivé très rapidement à la conclusion que les thématiques, E, S et G étaient des méga tendances de long terme qui restructureraient, les rapports de force et les flux d'investissements mondiaux à l'échelle de 10, 20, 30, 50 ans et plus. Donc nécessairement, le premier prisme par lequel je suis entré, c'est celui qui avait un impact le plus rapidement possible d'un point de vue économique sur les comptes d'une entreprise, hein, l'impact physique, c'est le E. En termes de recherche. Mais après, j'étais complètement agnostique, je me suis beaucoup intéressé au S, mais moi, je suis vraiment orienté par la demande des clients. Donc principalement les grandes institutions européennes, les institutions bancaires et d'assurance, les grandes entreprises. Et pour ces clients, la réglementation sur le pilier E, elle se renforce très largement en ce moment, hein. Sans compter l'impact financier à envisager, qui est direct, qu'il s'agisse du risque physique, de transition, le risque juridique, le risque réputationnel. Ouais. Du coup, par définition, avec les clients, le risque E par nature, parce que ce risque induit immédiatement des effets et des risques sur le client. Mais j'embarque également le SLG pour atteindre les objectifs environnementaux. Je suis totalement, complètement certain que E, S et G sont décloisonnés. D'ailleurs, on l'a vu, hein, les ODD, lorsqu'ils sont nommés, les 17, on voit qu'ils sont totalement imbriqués, hein. Ouais, Le E dépend du S et du G. Donc, on a des exemples très pragmatiques, hein. Par exemple, faisons un exemple de projet de reforestation à l'échelle majeure. Tout ce qui est compensation par puits de carbone va devenir indispensable, en plus de toutes les autres mesures qu'on peut faire pour l'atténuation, l'adaptation, la transition, etc.
Imaginons donc un gros projet de reforestation à l'échelle d'un pays. On ne peut pas imaginer que ça fonctionne sur le long terme si jamais il n'y a pas d'éco-bénéfices sociaux. Dans le sens où si jamais on ne fait que replanter la forêt, sans prendre en compte d'autres facteurs derrière, rien n'indique qu'il n'y aura pas une guerre, qu'on va brûler la forêt, qu'on va la couper, qu'on va en faire une ville ou quoi que ce soit. Donc si on veut une certaine pérennité, il faut également renforcer tout l'écosystème autour. L'éducation, l'accès au travail, la santé, etc. Pour créer un écosystème sain, pérenne, qui fasse que cet investissement durable, donc en l'occurrence ici la reforestation, soit du long terme. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, physique, où si on veut pouvoir atteindre l'objectif E, réclamé par le client parce qu'il a un impact réglementaire plus direct, on est obligé, pour renforcer ses chances de réussite, d'embarquer le S et le G. Ça, je D'accord. suis totalement convaincu. D'accord. Donc plutôt le S comme tête de train, mais finalement qui amène avec lui ses problématiques Le E sociales. comme tête de train et puis le S pour atteindre l'objectif quoi qu'il arrive. Je Mais comprends. le E, c'est par la force des choses parce que la demande est plus forte d'un point de vue réglementaire. Ouais, c'est, Mais au niveau social, ça devient également de plus en plus fort, donc ça l'embarque également. de toute Mais façon, pour c'est la réussite de prochaine. chacun des piliers indépendamment, il faut qu'ils soient ensemble. Ouais, de toute façon, c'est les prochaines réglementations maintenant vont porter sur le S. Hein. On s'y attend tous. Voilà, il n'y a pas de surprise. Mais de toute façon, pour atteindre les objectifs, il faut tout embarquer, j'en suis Voilà. convaincu. Il faut avoir une démarche un peu holistique. Et alors, Exactement. justement, les différents, dans ton cheminement, dans les différentes démarches que tu as pu mettre en place, les différents, on va dire, moteurs, ou process, peu importe, quelle aura été la boulette que tu as faite ou que tu as vue, enfin, quelle est la boulette vraiment emblématique de ton parcours? Alors, c'est pas facile de dire boulette parce qu'il faut avoir du recul et faut être assez sympa avec ses propres boulettes parce que tout ce qui s'agit d'investissement durable ces 10 dernières années, c'est une page blanche. Donc, c'est comme quand un enfant, on lui apprend à marcher, on lui dit bah, vas-y, cours. Bah, forcément, il risque de s'étaler. Donc, il faut être un petit peu sympa, flexible. Et évidemment, c'est en travaillant et en creusant qu'on se rend compte que c'était pas le bon chemin. Donc, on se tape des murs. Là, en l'occurrence, il y a plusieurs années, donc j'ai fait beaucoup de recherches pour dessiner des stratégies sur mesure au moment où la demande se faisait de plus en plus forte. Donc, avec les gestions, on regarde sur des sujets précis, hein, de dérèglement climatique, de biodiversité, de solutions d'adaptation au dérèglement climatique, de solutions d'atténuation à ses effets. Et c'était très excitant, il fallait aller vite, il faut répondre à la demande, et il faut créer des stratégies ex nihilo, tout en faisant particulièrement attention au cahier des charges financiers des clients. Donc, on arrive, on travaille. À cette époque, donc c'était il y a plus de 3 ans, hein, on avait beaucoup moins de données extra-financières. Il fallait innover. C'est un peu une approche des apprentis sorciers. On n'avait pas trop de garde-fous, il n'y avait pas de réglementation SFDR, pas de taxonomie. Ouais, d'accord. Mais en revanche, il n'y avait que de la bonne foi et beaucoup de volonté et d'ambition. Extra-financière, j'entends. Et les résultats des simulations étaient prometteurs. Donc, on était très optimiste en se disant on allait vite, on va changer le monde rapidement, en fait. Mais à ce moment-là, surtout à l'échelle de beaucoup de titres sur des marchés très larges, beaucoup de sociétés à analyser, en fait, on n'a pas assez creusé sur le terme qualitatif et sur les impacts que ces solutions pouvaient avoir sur d'autres axes de l'investissement durable. Hmm. On n'avait pas beaucoup de données et donc du coup, on se reposait sur ce qui était divulgué. Ce qui est une erreur, aujourd'hui on le sait, hein, on en parle beaucoup, attention aux données extra-financières, il faut creuser le qualitatif, ne pas se référer qu'au quantitatif. Et donc ça a créé des problématiques qui ont été résolues, mais par exemple des projets d'infrastructure pour créer des digues pour protéger des populations locales en termes d'emploi, en termes d'alimentation et d'agriculture, par exemple. C'est super en termes d'adaptation des règlements climatiques. Mais à ce moment-là, l'impact sur la biodiversité locale, l'impact carbone de la construction, etc., tout ça, c'était très lourd. Et ce n'était pas nécessairement quantifié dans le sens où le qualitatif ne revenait pas sur le devant de la scène. Donc à ce moment-là, c'est délicat parce que la boulette, c'est que l'approche est manichéenne. On trouve comment s'adapter, donc on se dit c'est bon, je sais comment nous sauver, et sauf qu'en s'adaptant mal, ou en tout cas sans avoir l'information qu'on souhaitait, C'est vrai, ouais. on creuse notre tombe un peu plus vite. Donc du coup, voilà, c'est là où j'ai appris cette boulette-là, c'est-à-dire attention au quantitatif, attention aux solutions qui sont une approche trop mathématique,
voilà, j'ai un algo, j'ai une équation pour résoudre vos problèmes extra-financiers. Non, ça reste beaucoup trop imbriqué. La Terre, c'est la Terre, la biodiversité, c'est très compliqué. Et une société qui a des milliards de chiffres d'affaires a nécessairement énormément d'activités et donc beaucoup d'impact sur énormément de choses autour d'elle. Et Donc donc, ouais. ça a été mon premier écueil. Et donc, du coup, je pense que ça, enfin, j'imagine que quand je vais te demander maintenant s'il y avait une spécificité dans ta démarche, quelle serait-elle? Tu vas nous dire que c'est la prise en compte du qualitatif ou qu'est-ce que ce serait du coup la Alors, spécificité? non, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable de l'avoir, le qualitatif. Et d'autre part, aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, il y a SFDR en Europe. Donc, SFDR a rebattu les cartes et donc a bien fait comprendre à tous les investisseurs responsables qui, s'ils voulaient lancer une stratégie avec un investissement durable, ils devaient nécessairement avoir des critères qualitatifs mesurables. Donc aujourd'hui, ça y est, on a eu l'écueil. Je pense que je n'ai pas été le seul à faire partie de cette découverte. Et donc du coup, aujourd'hui, heureusement, la réglementation nous permet de nous flécher. Donc ça, c'est pas, on va dire, ma spécificité. Ma spécificité dans les démarches, c'est surtout d'offrir une démarche sur mesure aux investisseurs. Dans le monde ESG, on croit pas enfin, je ne crois pas en tout cas à un cadre fixe et rigide. On le voit bien en fonction des zones géographiques, des secteurs d'activité ou même des entreprises même, tout le monde a des spécificités extra-financières très Ouais. propres. Donc aujourd'hui, le constat il est assez alarmant. Il faut réorienter rapidement les flux d'investissement si on souhaite soutenir le durable et s'assurer de la survie des générations futures. Donc il y a des challenges à relever dans les décennies à venir. C'est la faim avec 12 milliards d'habitants, le réchauffement climatique, la pauvreté, les inégalités, etc. Du coup, il faut faire quelque chose avec la finance. Il faut vraiment réorienter les flux. Mais si on dresse un cadre trop rigide pour tout le monde avec des règles précises, obtus, ultra contraignantes, bah, les flux vont pas suivre et on n'aura pas réussi ce qu'on voulait. Donc, il ne faut pas un cadre rigide, au contraire, il faut du sur-mesure, prendre en considération les cahiers des charges financiers et puis toute la flexibilité et le business plan d'une entreprise pour l'embarquer vers l'ESG. D'accord. Donc c'est plutôt plutôt une démarche de spécifier, ça serait plus une démarche d'accompagnement au sens vraiment réussir à atteindre un but commun qui est la Exactement. régulation des flux. Et finalement, le chemin, il va se faire progressivement et il va pas être effectivement, comme tu dis, rigide. Voilà, il va un peu moduler sûrement dans le temps et pour C'est ça. accompagner cette démarche en fait. C'est ça, parce que ces entreprises, elles ont quand même un rôle à jouer dans la transition. Elles doivent changer. Si jamais elles ne changent pas ou elles changent mal, elles vont disparaître. Il y a des emplois en jeu, il y a l'économie en jeu. Donc, c'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit que ces sociétés disparaissent. C'est dans leur intérêt de changer. Donc, il faut également les onboarder. Alors, on dit souvent, tu vois, que l'engagement des sociétés investies, ça passe par le dialogue des actionnaires. Alors, je pense que c'est très vrai et que c'est de plus en plus juste et c'est très bien. Mais c'est d'autant plus vrai que l'engagement des investisseurs passe par le dialogue avec les professionnels de l'AM, de l'investissement Ouais, je durable. suis d'accord. Il faut de la pédagogie des 2 côtés de l'investissement. Autant du côté des sociétés investies, donc ça c'est le rôle du dialogue, mais également du côté de l'investisseur, pour lui expliquer, OK, on va faire du sur-mesure, OK, voici votre activité, voici votre projet, comment on peut onboarder l'ESG, le durable chez vous? Hmm. Je comprends. Et alors, du coup, pour ma dernière question, il nous reste très peu de temps, mais d'après toi, quel serait l'avenir de l'extra-financier? Alors, du coup, est-ce que ça serait d'avoir amélioré ce dialogue entre, on va dire, émetteurs et investisseurs? Est-ce que c'est de le standardiser? Est-ce que ce serait d'aller même plus loin? Et pourquoi pas d'avoir des réglementations? Enfin, qu'est-ce que c'est pour toi là, l'avenir à moyen, long terme? Alors, je pense que pour tout ce qui est eux, déjà, il deviendra indispensable à mesure que l'impact physique du réchauffement climatique se fera ressentir. Donc déjà, tu vois, toutes les mesures volontaires aujourd'hui, qui sont les plus majoritaires dans le monde, vont devenir de plus en plus réglementaires et contraignantes, comme en Europe. Aujourd'hui, il n'y a que l'Europe qui est contraignant, le reste, c'est volontaire. Ça va devenir contraignant à l'échelle de la planète d'ici la fin de la décennie. Donc, à mon sens, le E va être obligé d'être engagé. Il va embarquer le SLG, ça c'est une bonne chose. Donc, à 5 ans, moi, je n'envisage pas de voir beaucoup de fonds référencés article 6 en France, par exemple, hein, ni en Europe, hein, ne serait-ce que par le renforcement des contraintes aujourd'hui. Donc, on peut s'attendre à voir une très large majorité, voire l'entièreté des fonds référencés article 8 à 5 ans. Ça veut dire que l'ensemble des fonds intégrerait des critères ESG dans les décisions d'investissement.
T'imagines le pas en avant que c'est déjà? Ouais. C'est gigantesque déjà si on y arrive là. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. On arrive au bout du quart d'heure. Vous allez tous pouvoir aller vous faire couler un café avant d'aller en réunion à 14 heures. Merci Thomas. Et puis, Merci beaucoup, Paul. dans 2 semaines pour une nouvelle intervention. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.